on a l'idée que le commun, ça serait des connaissances. Ça fait 2000 ans que les gens dans notre partie de la planète écrivent, font des textes, accumulent des connaissances. Toutes ces connaissances, on peut les mettre dans des livres ou sur Wikipédia. Et le commun, ça serait ça. Les communs, c'est un mot très en vogue et on voit bien ce que ça peut être une forêt en commun. Mais des connaissances en commun, il y a une dimension traditionnellement hiérarchique entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, qui fait que c'est plus compliqué. On vient d'une culture où l'étudiant n'est jamais vu comme un contributeur, en fait. Ça rejoint peut-être aussi une autre question qui est là. Est-ce qu'il n'y a que l'école et l'université comme lieu de partage et de connaissances? Est-ce qu'il n'y a qu'une période de la vie, l'enfance et l'âge jeune, où on acquiert des connaissances? Toute cette question du une connaissance vue comme un stock et pas comme un flux. Une école, c'est plutôt fait pour équiper les attentions, à la fois de celui ou de ceux qui enseignent et de ceux qui étudient. Et j'ai employé le mot de étudie parce que là, on a une autre forme de commun. Parce que l'étude, c'est justement le partage des curiosités. Je disais que c'était tellement juste de partir de l'école pour parler de la question des communs et de la bibliothèque encore plus, parce que qu'est-ce que c'est qu'un lieu où chacun a une partie du savoir, tu sais plus qui est le professeur et qui est l'étudiant. Tu peux avoir 50 ans et revenir en tant qu'étudiant à un endroit où quelqu'un de 20 ans sait mieux que toi comment utiliser une technologie et va te l'apprendre. Et donc, on est clairement là dans le sujet, dans la définition parfaite des communs, qui est un lieu où tu viens partager et recevoir en retour, où chacun va enrichir l'autre et peut-être même produire ensemble une nouvelle intelligence ou une nouvelle matière commune. Voilà, la fiction sur laquelle j'ai envie de travailler, j'ai envie qu'elle se concentre en fait sur la bibliothèque. Et j'aime la bibliothèque parce que c'est un lieu de fiction, c'est un lieu de grande autorité, parce que c'est un lieu du classement. J'aimerais bien rêver comme ça à une éducation qui ferait la promotion du désordre, c'est-à-dire qui travaillerait sur les vertus heuristiques du désordre et du hasard. Ça me fait penser à ce qui est expérimenté ici à la Cato, par Jean-Charles Caillet, qui a inventé la classe renversée, c'est-à-dire qu'on répartit des sujets et ce sont les étudiants d'abord qui s'en approprient et ils donnent un cours aux profs. Quel lien on peut faire de toutes ces conversations avec le monde entrepreneurial, étant entendu que nous, par exemple, on essaye de réfléchir en ce moment sur comment est-ce que des entrepreneurs peuvent être apprenants en permanence. Je ne sais pas si en entreprise on a besoin de désordre, mais peut-être. Voilà. En fait, on a à gagner d'un monde qui se désorganise, on a à gagner de l'expérience d'une forme de chaos. Un espace désordonné, Chabi en parlait dans la bibliothèque, ça pourrait être une autre façon d'organiser l'apprentissage ou la découverte de la littérature. Et dans le monde de l'entreprise et de l'école, évidemment, l'objectif n'est pas de créer des espaces complexes. La complexité n'aurait aucun intérêt dans un bâtiment. La désorganisation, oui. Je pense aussi au sujet de l'école et de la bibliothèque, de se demander comment aujourd'hui on construit, comment aujourd'hui on pense les choses face à ce besoin de ne surtout pas figer le futur. Bien, bonjour. C'est bon? Vous êtes tous là? Nous n'attendons plus personne? Oui, bonjour, bonjour. Venez, approchez, je vous en prie. Eh bien, bienvenue à tous. Je suis évidemment ravi de vous accueillir ici. Eh bien, écoutez, je propose de commencer par vous faire visiter l'endroit. Je crois que ça sera plus parlant, hein, si je puis dire. Donc, voilà, certains connaissent le lieu, d'autres pas. Je suis Julien Bruguier. Je suis professeur en littérature française. Certains me connaissent déjà un peu, j'imagine, parce que c'est ici que j'ai commencé ma carrière en 2021. Et ça va faire une bonne 50aine d'années. Et c'était bien. J'étais bien ici. Et finalement, quand j'y repense, je me dis que j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps. Pardon, excusez-moi. Le campus de Villeneuve-d'Ascq était plutôt agréable. Je me plaignais du niveau des étudiants, mais je les trouvais gentils. Enfin, dociles. Pas emmerdants. Attention à vous. J'avais le choix de mes cours. Je faisais à peu près ce que je voulais.
Et oui, ça aurait pu continuer comme ça, la parole sacrée du magistère, à heure fixe, les étudiants qui prennent plus ou moins des notes, qui posent plus ou moins de questions, et moi, perché en haut de mon savoir, qui distribue les appréciations. Alors, s'il n'y avait pas eu les grandes grèves de 37, on en serait encore là, sans doute. Je serais resté le prof que j'étais et jamais je n'aurais créé la bibliothèque aléatoire. À l'époque, le mot était déjà un peu en vogue. On parlait parfois de commun, des ressources partagées qui seraient la propriété de personne mais auxquelles tous pourraient avoir un droit d'accès, un droit d'usage. Garrett Hardin wrote a very stirring article in 1968 published in Science. And he imagined a pasture open to all and posited that if that were the case, then everyone would bring their animals on and they would keep bringing more and more and more, and they would eventually overuse the commons. What he went on to say was that in many instances, but not all, people have found ways of agreeing on their own rules and extracting themselves from the problem. Et c'est ce mot qui a fini par s'imposer chez les grévistes. Je veux dire, par imposer son évidence, quoi. C'est autour de ce mot que les idées nouvelles ont commencé à s'agréger. Et vous, ça vous parlait la théorie des communs ? Ah non, je n'y connaissais rien. Et au départ, j'étais plutôt hostile à ce qu'on entendait dans les AG. Ça voulait dire quoi? Des communs, de la connaissance. Qu'on allait transformer mes cours d'histoire littéraire en une ressource partagée avec des étudiants? Non, sérieusement. Moi, j'étais le produit d'une autre culture, celle où les maîtres savent, où les élèves ignorent, et où l'ignorance est comme un insecte nuisible qu'il faut écraser dans son poing. Mesdames, sans doute, en lisant l'intitulé du cours que je vais donc professer à partir d'aujourd'hui parmi vous, je voudrais d'abord souligner l'importance du problème pour chacun d'entre nous. Plus que jamais, nous avons besoin, à l'heure actuelle, de savoir. Tenez, ça, c'est le genre d'amphi dans lequel j'enseignais à l'époque. Zero isn't defined, so I want to ignore that. The argument of z times w Oh, pardon. is equal to... Bon, vous voyez, les choses ont changé, mais il y a encore des adeptes de l'ancienne école ici. Je ne peux pas leur en vouloir. J'étais comme eux. Je ne pouvais pas admettre qu'un cours est toujours une œuvre collective. Que ça se construit, un cours, sur une série de braconnages, d'emprunts, de dettes plus ou moins reconnues. Et que si on l'améliore, année après année, c'est à partir des difficultés de nos étudiants, de leurs insatisfactions. En fait, on était déjà, eux et moi, co-créateurs de ce que j'appelais pourtant mes cours. Et au fil des AG de 37, c'est ça que j'ai fini par reconnaître. Alors, dans ma tête, c'est comme si un château de cartes s'était effondré. Et au même moment, les Danois d'Unicom ont mis en ligne des petits modules très pratiques pour aider à penser les cours autrement, comme un territoire, à partager, à façonner en commun. Et ça a vraiment été le point de départ de la pédagogie active, à laquelle maintenant la plupart d'entre vous êtes habitués dans vos parcours. About 5 years ago, it seemed to me that my high school students were becoming less curious. They seemed to have a harder time with the hard tasks of learning. And then I realized that I had to redesign my teaching practice because the brains of the students that I have in my classes today may be developing in significantly different ways than the brains of students I had 30 years ago. So I decided to do something radical. I turned my classroom over to my students. In my classroom, the students drive the conversation. This pedagogy is grounded in inclusion. All voices are valued and encouraged. I often say to my students, none of us is as smart as all of us. Mais le problème, pour moi, ça restait les livres. Quand on entrait dans la bibliothèque du campus, on revenait dans le monde d'avant. Le monde des maîtres et des ignorants, des auteurs autoritaires, des lecteurs soumis. À Villeneuve-d'Ascq, comme ailleurs, ce monde-là était presque désert. La bibliothèque, elle était récente, elle était vraiment belle, mais les étudiants, ils ne la fréquentaient pas.
Je dis pas que c'est uniquement à cause de ce qu'étaient les bibliothèques, ce qu'étaient les livres, mais c'est sûr que ça n'aidait pas. On en a gardé, hein, des salles de ce genre, des espaces de travail sereins. On appelle ça. Tenez, regardez comme c'est calme. Hein? Non, c'est bien, non? Hein? Il en faut des espaces comme ça. Et comment est-ce que précisément vous avez eu l'idée des livres quantiques? Bien, l'idée, c'était un soir. Hein, je me souviens, la nuit tombait. J'étais assis à une des grandes tables de la bibliothèque qui était vide à cette heure-là. J'ai arraché une feuille d'un carnet et puis j'ai imaginé, tiret après tiret, à quoi ça pourrait ressembler. Un essai ou des manuels mieux adaptés à l'esprit des communs. Des livres d'un genre nouveau, vous voyez, avec une interface qui les rendrait mouvants, inachevés et mouvants. Concrètement, pour un paragraphe donné, eh bien, vous trouveriez des compléments d'information, des éclairages divergents et même des objections ou des contre-arguments formulés dans d'autres livres ou bien par des lecteurs qui vous ont précédé. Vous sauriez quels passages ils ont trouvé le plus utile, quels autres leur ont posé le plus de soucis de compréhension. Et justement, pour ces passages, vous trouveriez des tentatives de reformulation que d'ailleurs vous pourriez tenter à votre tour d'améliorer. Si le texte était traduit, vous auriez accès à tout moment, d'une pression du doigt, à toutes les traductions alternatives. S'il était lu ailleurs dans le monde en même temps que vous, eh bien vous pourriez dialoguer entre lecteurs via une messagerie dédiée. Chaque livre resterait une île, hein, mais une île au contour instable et reliée par des passerelles à des myriades d'archipels situés sur des plans différents. Ça a été compliqué d'arriver à la fabrication d'un premier prototype? Ah bah... La feuille de mon carnet, honnêtement, j'ai dû la remplir en moins de 20 minutes. Mais ensuite, ça nous a bien pris 10 ans pour mettre au point, avec des lecteurs et des équipes d'ingénieurs, de designers, de chercheurs en sciences cognitives, le premier livre quantique. Seulement, on avait oublié une chose, c'était de savoir comment on allait les ranger, ces livres. Hein? À l'époque, toutes les bibliothèques universitaires obéissaient au même plan de classement. Grand 1, philosophie, psychologie. Grand 2, religion. Grand 3, sciences sociales, bon, etc., etc. Ces catégories, on aurait dit des petits royaumes en autarcie. Tout le contraire de ces livres ouverts qu'on venait de mettre au point. Bonjour professeur, vous allez bien? Bonjour, oui, bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, le problème du classement. J'ai fait partie de plusieurs groupes de travail. On a créé tout un tas d'ordres alternatifs, mais aucun d'entre eux n'était indiscutable. Alors, un jour, je me souviens, un collègue argentin a fait une proposition. C'est que ces classements concurrents, puisqu'ils avaient chacun leur logique, on puisse tous les utiliser à tour de rôle. La bibliothèque aléatoire de Villeneuve d'Ascq, elle est née de cette idée. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. Il a fallu encore des années de travail, mais on y est arrivé. Une bibliothèque avec des cloisons mobiles, des espaces de taille modulable, des agencements temporaires. Et chaque semaine, voilà, la nomenclature changeait. Les livres migraient dans un voisinage nouveau. Un voisinage formé à partir d'une autre logique associative. Et alors, ce qui apparaissait, vous comprenez, c'était des airs de famille, jusque-là invisibles. Et oui, Don Quichotte quittait d'un coup la place qui lui était acquise pour l'éternité en littérature espagnole, et il rejoignait une étagère d'ouvrages consacrés au roman à cheval, ou bien à l'art de la satire, ou encore aux illusions comiques. Et dans les communautés de livres qui s'assemblaient comme ça, les lecteurs faisaient des découvertes, et ils nous en remerciaient. So the other point about the way libraries build community is that if you go to a library, you're going to run into people from different education levels, different income levels, different cultural heritages, and I think we're all richer for that. We go from this idea of absorbing content, so that would be reading those books,
watching those DVDs that you check out at the library to this idea of creating content. Mais comment vous êtes passé de cette bibliothèque à un projet beaucoup plus large d'apprentissage? Ah, c'est-à-dire que... Vous savez, à cette époque, les automates de rangement, c'était des machines très fragiles, pas du tout au point. Et parfois, ça arrivait qu'un caprice électronique envoie l'exemplaire de Don Quichotte dans un rayonnage improbable, je sais pas moi, comme caverne et faune cavernicole, ou transport aérien, enfin bref. Un hiver, en 58, le système s'est mis vraiment à déconner. Jour après jour, les livres atterrissaient n'importe où. C'était le chaos. Certains de mes collègues voulaient tout arrêter. Moi, ces bugs m'ont paru, comment dire, prometteurs. Et je me suis dit cette chose très simple, c'est que finalement, la curiosité se nourrit du chaos. Et je sentais qu'on était en train d'en manquer, que c'était une ressource en voie d'épuisement, le chaos, dans un monde de mieux en mieux renseigné, de plus en plus ordonné. Pour apprendre, en fait, il faut pouvoir s'égarer. Maintenant qu'on vit entouré d'intelligences artificielles qui nous connaissent, qui savent adapter notre environnement à nos goûts, on a besoin, oui, d'accidents et de failles pour sortir de nous-mêmes. On a besoin, un jour, de s'accroupir dans le rayonnage caverne et faune cavernicole à la recherche d'un Don Quichotte qui n'a rien à y faire, parce que c'est là, peut-être, qu'on va trouver un autre livre qui pourrait tout changer. Ah, mais alors du coup, c'est les erreurs de votre système de classement qui nous ont inspiré une pédagogie du désordre. Oui, sans aucun doute. La première étape, ça a été de proposer l'algorithme Unwall. Un algorithme qui repère tout ce que vous ignorez, les sujets que vous évitez, les méthodes qui vous restent inconnues, et qui vous les soumet sans prévenir. Comme ça, au hasard, dans les livres quantiques, entre deux paragraphes, dans les rayonnages éphémères, autour du volume que vous cherchiez, et puis aussi dans votre cursus, en vous obligeant à choisir certains enseignements dans une liste de formations, a priori, très éloignée de vos priorités. Bon, Unwall, ça a eu du succès, mais on pouvait aller encore plus loin. Et là, le conseil de l'université a bien voulu nous faire confiance. C'est comme ça que la bibliothèque est devenue, en 63, l'école aléatoire. On a agrandi le bâtiment pour accueillir des espaces d'apprentissage, eux-mêmes mobiles et temporaires. Comme les rayonnages, ces espaces peuvent disparaître ou se déplacer. Vous les cherchez, vous vous perdez, vous découvrez d'autres ateliers. Et vous vous rencontrez aussi. Certaines belles collaborations, elles sont vraiment nées comme ça. Les inventrices du composteur à très grande vitesse, Jeanne Meyer et Sidonie Claret, c'est ici qu'elles ont fait connaissance. L'une cherchait un atelier de cut-up, je crois, et l'autre un manuel de thermodynamique. Elles n'ont trouvé ni l'un ni l'autre, mais elles se sont mises à discuter. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines, et ils font notre fierté. Bon, attention, je ne dis pas que notre pédagogie est la seule valable. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Mais les vertus du désordre ont trop longtemps été sous-estimées. Ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadé. Notre époque manque de labyrinthe. Ici, on en a recréé un. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous laisser y entrer. Et n'ayez crainte. Chaque fois que vous serez perdu, vous serez sur le bon chemin.